J'ai eu l'occasion de répéter régulièrement ces derniers temps dans mes cours que la démocratie était en danger. C'est un lieu commun que de le dire, et donc, dans ma bouche, il n'y a pas de révélation. Sauf que, les semaines, les mois passant, le danger devient de plus en plus pressant, un peu partout dans le monde, en Europe occidentale, et on l'a vu récemment au Brésil. Action culturelle anarchiste de Bruxelles, autrement dit ACAB, a décidé d'organiser ce soir même, donc le 19 décembre 2018, une conférence débat qui comprendra plusieurs intervenants sur l'élection de Jair Bolsonaro et une compagnonne qui est à l'initiative de cette soirée m'a demandé, comme je suis historien, de resituer cette élection dans la longue durée, en ne m'étendant pas trop sur le passé lointain, mais en tentant de resituer en tout cas cette élection dans les 20 dernières années. Je me suis donc acquitté de cette tâche, et c'est donc en avant-première, mais l'enregistrement ne sera diffusé qu'après la conférence, que je vous livre un certain nombre de réflexions basées bien sûr sur des informations que j'ai récoltées. Dans une conférence précédente, j'ai eu l'occasion de traiter de l'évolution de la société, de la politique au Brésil au XIXe et au XXe siècle. Autrement dit, l'exposé d'aujourd'hui complète, sur le plan politique, ce que j'ai pu expliquer ailleurs, en d'autres temps, et que vous pourrez trouver très facilement sur ma chaîne. Je ne vais pas reprendre, bien sûr, ce qui avait été dit à l'époque, ce serait faire double emploi, mais pour resituer mon propos d'aujourd'hui, je vais quand même reprendre quelques éléments de la chronologie, ne fût-ce que cela. En partant de 1930. Pourquoi 1930? Parce que c'est le moment où Getúlio Vargas arrive au pouvoir. Et je m'arrêterai bien entendu à octobre 2018, puisque mon exposé ce soir sera suivi de l'intervention de militants et de militantes brésiliens, brésiliennes, qui exprimeront ce qu'ils vivent, ce qu'ils connaissent de la situation au Brésil en cette fin d'année 2018, avant l'accession au pouvoir, donc l'accession à la présidence de Jair Bolsonaro. « 1930, donc, Getúlio Vargas arrive au pouvoir. Ce n'est toutefois qu'en 1937 qu'il va installer une dictature, celle de l'Estado Novo, donc de l'État nouveau, qui va durer jusqu'en 1945. Il reprendra le pouvoir, mais cette fois dans un cadre démocratique, avant de se suicider, sauf erreur de ma part, en 1951. Donc, de 1937 à 1945, le Brésil connaît la dictature de Vargas, qui a gardé une grande popularité aujourd'hui encore au Brésil.
Vargas met en place un État centralisé de type conservateur. Il a le soutien de la population urbaine, donc son pouvoir ne repose pas sur les masses rurales qui sont importantes au Brésil, en tout cas à cette époque-là. Maintenant, évidemment, il faut relativiser les choses, hein, on est près d'un siècle plus tard, mais à cette époque-là encore, le Brésil rural avait un poids considérable, et son objectif, et c'est en cela que son pouvoir a des connotations fascisantes, il vise la concorde des classes. Sur le plan de la politique économique, son régime vise à une industrialisation forcée du pays. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas d'un régime apparenté au nazisme, au fascisme en tant que tel, même s'il a des colorations fascisantes assez évidentes, autoritaristes, cela c'est sûr, dans la mesure où Vargas, à l'inverse du régime nazi, ne fonde pas l'idéologie de son pouvoir sur le racisme, mais bien au contraire, il cherche à montrer que le Brésil, de par son histoire, est composé de trois races, la race blanche, la race noire et la race indienne, et que celle-ci s'est mêlée, constituant ainsi un mythe, non pas ici de concorde des classes, comme j'en parlais il y a quelques minutes, c'est aussi un mythe que cette concorde des classes, puisqu'elle n'a jamais existé, mais ici un mythe de l'absence de racisme, ce qui est évidemment tout à fait contraire à la réalité vécue par les Brésiliens encore aujourd'hui, car c'est une société qui reste profondément raciste, justement. Entre 1945 et 1964, la démocratie, entre 1945 et 1964, oui, la démocratie revient, il y a un certain nombre d'interventions de l'armée. Je vous ai parlé de Vargas qui réapparaît donc après la Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois dans un cadre démocratique. Et au début des années 1960, un autre personnage va laisser son empreinte, sa marque, dans l'histoire du Brésil, même si sa présidence fut réduite dans le temps, mais il prit un certain nombre de mesures sociales. Il s'agit de la présidence de Goulart. Puis, retour de flamme, on est en pleine guerre froide, et de 1964 à 1985, une dictature militaire se met en place. Cette dictature militaire n'a pas la coloration de beaucoup de dictatures d'Amérique latine qui avaient précédé, à savoir de cette dictature menée par un caudillo, un leader, un chef. Ici, il s'agit bien d'une junte militaire qui s'installe au pouvoir et qui va militariser véritablement le régime et le pays. La base de cette idéologie, c'est l'anticommunisme, un anticommunisme assez primaire, puisque tous ceux qui appartiennent de près ou de loin à la gauche sont assimilés à des communistes, un petit peu comme aux États-Unis à l'époque du macartisme. C'est un régime très répressif qui, toutefois, alors évidemment, les chiffres valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire que doit-on mesurer vraiment l'importance ou plutôt la nature d'un régime quant au nombre de victimes? En tout cas, la nature du régime est vraiment un régime dictatorial, militaire et répressif, il n'y a aucun doute. Il y eut 400 morts sous ce régime, donc pendant ces 20 années, alors que si on compare avec d'autres régimes dictatoriaux, celui de l'Argentine ou celui du Chili, qui commence un petit peu plus tard, à partir de 1973, on voit en fait qu'au Chili, il y aurait eu aux environs de 3000 victimes, alors qu'en Argentine, il y en aurait eu 30 000. Donc vous voyez que quand on compare
la répression, en tout cas l'issue fatale qu'ont connue un certain nombre d'opposants, elle n'est pas du tout, sur le plan quantitatif, du même ordre. Donc on passe de 1 à 10, en passant donc du Brésil au Chili, et quand on passe à l'Argentine, alors là, on franchit un saut supplémentaire, puisqu'on passe à 30 000. Il n'en demeure pas moins que ce régime n'a pas laissé de bons souvenirs dans une grande partie de la population, mais on va voir que les choses ne sont pas aussi nettes que cela, puisque la torture a été évoquée par Bolsonaro et par celui qu'il a choisi comme vice-président, qui est un général à la retraite, qui considère que la junte militaire qui gouverne le Brésil entre 1964 et 1985, donc pendant une vingtaine d'années, a commis le tort de ne pas tuer les opposants et les avoir trop souvent torturés seulement, entre guillemets. Je passe maintenant la période qui suit 1985, c'est-à-dire l'époque où la démocratie se remet en place jusqu'à nos jours. Alors, démocratie qui toutefois est entachée de ce péché originel, puisque la junte militaire a décrété, avant de partir, c'était donc une sortie conditionnelle, qu'elle ne pourrait pas subir de procès après son départ, donc elle a connu l'impunité. Donc, je passe maintenant au deuxième volet de mon exposé, à savoir la partie qui commence en 1985, qui sera elle-même subdivisée en plusieurs points. Alors, tout d'abord, arrive au pouvoir non pas la gauche, mais la droite libérale. Cette droite libérale va bénéficier d'une conjoncture favorable. Elle va mettre en œuvre toute une série de mesures qui favoriseront le capitalisme. Mais puis les choses ne vont pas aller si bien que ça, il va y avoir des dévaluations de la monnaie en particulier. Et un personnage charismatique va arriver, après 3 tentatives avortées, au pouvoir. Donc il s'agit de Lula. Alors, Lula, je commence par la montée au pouvoir, ensuite j'aborderai les mesures que celui-ci a prises, et enfin les points négatifs qui sont restés dans son bilan. Je commence donc par la montée au pouvoir. Quelques éléments biographiques tout d'abord. Lula est né en 1945, aujourd'hui il est en prison, puisqu'il a été reconnu coupable de corruption. Il appartient à un milieu extrêmement modeste. Il devient ouvrier métallurgiste dans l'industrie automobile et très rapidement, alors qu'il n'a que 20 ans, il se lance dans le combat syndical, donc de manière très active. Donc à l'époque même où la dictature militaire se met en place. Donc c'est un acte courageux à cette époque-là, bien sûr. 10 ans plus tard, il se trouve, alors là, on est étonné de la fulgurance de sa carrière, 10 ans plus tard, il se trouve à la tête du syndicat brésilien de la métallurgie. Donc il a à peine 30 ans, c'est assez incroyable. En 1980, il décide, avec ses camarades, de donner un tour politique à l'action syndicale, et il va créer le Parti du Travail, sur lequel je vais m'appesantir dans quelques instants. Je vous ai dit que Lula a 2 caractéristiques dans son caractère. C'est tout d'abord un personnage extrêmement charismatique. Pour ceux qui ont pu entendre ses discours et voir ses discours à la télévision,
ils s'en seront rapidement rendus compte, mais aussi c'est un homme extrêmement pragmatique, ce qui lui a permis de négocier dans le cadre des entreprises toute une série d'accords. Et donc, au fond, c'est un homme de consensus. Ce n'est pas, à proprement parler, un révolutionnaire au sens classique du terme. C'est certainement un homme habile, un homme rusé, mais ce n'est pas le révolutionnaire type tel que nous pouvons, comme je viens de le dire, imaginer. Lula crée donc le Parti des travailleurs. Au milieu des années 80, il en devient le chef, le président, et à la suite de quoi il va briguer avec l'appui et dans le cadre d'un mandat attribué par ce Parti des travailleurs, il va postuler à la présidence du Brésil. Ceci donc en 1989, donc après la chute de la dictature qui tombe donc en 1985. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes qu'il arrive à accéder à la présidence de la République brésilienne, République fédérale du Brésil en 2002, après 3 tentatives avortées, donc ça lui a pris encore 12 ans pour arriver au pouvoir. Donc il a fallu, puisque les mandats présidentiels au Brésil sont de 4 ans, donc si vous ajoutez, donc entre 1989, le moment où il commence sa campagne présidentielle pour la première fois, et celle qu'il remporte en 1989, il y a donc bien un peu plus de 12 ans, si vous calculez. Alors, le Parti des travailleurs, c'est quoi? Alors, le Parti des travailleurs, de quoi est-il tout d'abord composé? Il est composé de forces syndicales indépendantes. Donc, le Parti des travailleurs, c'est donc bien un parti qui est issu de combats syndicaux. C'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc, il est issu de combats de travailleurs. Première idée qu'il faut bien fixer. Ensuite, ce Parti des travailleurs, logiquement, a dans son programme essentiellement des objectifs qui sont ceux d'une gauche tout à fait antilibérale, anticapitaliste. Mais ce Parti des travailleurs va évoluer dans le sens d'une bureaucratisation de ses cadres. La bureaucratie va, les années venant, se renforcer et dès lors va s'éloigner progressivement des aspirations des travailleurs. En 1983, la Centrale unique des travailleurs, la CUT, est fondée et elle-même va être atteinte par le centralisme, par la bureaucratie, c'est-à-dire par des compromissions avec les élites et les grands patrons des entreprises, et autrement dit, la CUT et d'autre part le Parti du Travail vont inscrire dorénavant très clairement leur lutte dans le cadre d'une social-démocratie. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, mais il s'agit au fond d'une politique réformiste ou qui s'inscrit dans le réformisme, c'est-à-dire qu'il s'agit de réduire avec le temps les méfaits du capitalisme sans le remettre fondamentalement en cause finalement, même si dans la rhétorique on crie à la lutte contre le capitalisme, mais dans les faits, en passant des accords avec les entreprises, la CUT avalise en fait ce régime économique qu'est le capitalisme. Le Parti des travailleurs, le PT, donc va
former une alliance avec la CUT pour accéder au pouvoir, et c'est ainsi donc que Lula arrive au pouvoir en 2002, mais il arrive au pouvoir au fond parce qu'il ne constitue pas une véritable menace pour le capital. C'est un réformiste, je vous ai dit que ce n'est pas un révolutionnaire, en tout cas en acte, je ne parle pas des paroles, et par conséquent c'est quelqu'un qui préfère trouver des compromis, je dirais au jour le jour. C'est un homme, et je l'ai dit également, un homme très pragmatique. Alors quelles sont les mesures qui ont été prises par Lula une fois au pouvoir? Alors il a bénéficié tout d'abord d'un contexte international très favorable. La conjoncture est très bonne au début des années 2000 et il y a, et c'est une chance pour le Brésil, une forte demande internationale des matières premières. Or, le Brésil est justement un producteur très important de matières premières dans différents secteurs. Alors quelles sont les réalisations mise au point, mise en œuvre par Lula une fois qu'il arrive au pouvoir? Je vais parler d'abord de ses réalisations sur le plan économique qui vont permettre de conduire à l'application d'un certain nombre de mesures sur le plan social, les deux étant, comme d'habitude, étroitement liés. On ne peut financer des programmes sociaux qu'à partir du moment où, évidemment, il y a de l'argent dans les caisses. Je vous ai dit que la conjoncture internationale est très favorable, donc il ne faut pas mettre tout cela sur le dos de Lula en disant qu'il a redressé l'économie brésilienne. Ce serait lui attribuer une qualité de magicien qui n'était pas la sienne. Alors, quand il arrive au pouvoir, on a calculé que de 2003 à 2010, l'économie brésilienne a cru en moyenne chaque année de 3,5%. Et tenez-vous bien, lorsqu'il descend de charge, lorsqu'il part en 2010, l'économie brésilienne connaît une croissance cette année-là de 7,5%. Des taux inimaginables. J'ai entendu ce matin, en écoutant la télévision française, que le taux de 1,1,5 de croissance qui était espéré par le gouvernement serait sans doute de 1,3 d'après les prévisions des organismes spécialisés en la matière. Alors en termes d'emploi, cela va se concrétiser, bien sûr, par des embauches, puisque l'économie se portant bien, la demande croît et donc il y a des offres d'emploi qui apparaissent à ce moment-là. Donc il ne faut pas systématiquement ou trop facilement, de manière caricaturale, attribuer tout cela bien sûr à Lula. Entre 2002 et 2010, c'est-à-dire pendant la durée de ces deux mandats présidentiels successifs, il y a eu la création de 1 à 1,5 million d'emplois par an, ce qui n'est pas négligeable pour autant. Quelle que soit la population du Brésil, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais au Brésil, donc aujourd'hui, il y a plus de 190 millions d'habitants, donc on se rapproche, le Brésil se rapproche tout doucement des 200 millions. Et d'autre part, au début des années 2010, c'est-à-dire juste après la sortie de charge de Lula, le produit intérieur brut, le Brésil avait un produit intérieur brut qui correspondait à 50%, c'est-à-dire à la moitié du PIB de l'ensemble de l'Amérique du Sud, à 40% du PIB de l'Amérique latine. Donc vous voyez l'importance de l'économie brésilienne, et rien que pour cette raison-là, pour ces deux raisons-là, pour les raisons démographiques, pour la raison économique, il est indispensable, bien entendu, d'étudier ces pays que l'on dit émergents,
sans compter que le Brésil, et là c'est un enjeu fondamental dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le Brésil possède la plus grande forêt du monde, c'est-à-dire ce poumon qu'est la forêt amazonienne et qui est menacée par le programme politique qui est annoncé par Bolsonaro aujourd'hui. Maintenant, j'en arrive aux mesures plus proprement sociales. Quand j'ai parlé d'emploi, c'est aussi, mais il ne s'agit pas d'une mesure, puisque là, ce sont les entreprises qui engagent, mais ici, les mesures décidées par la loi, donc par le gouvernement. Alors, premièrement, il y a eu une augmentation sensible du salaire minimum pendant le deuxième mandat de Lula, donc entre 2006 et 2010. Ensuite, Lula a créé une bourse familiale pour 12 millions de familles. Alors, il y avait 3 conditions pour obtenir ces bourses, mais elles ont fonctionné. Tout d'abord, il fallait gagner l'équivalent de moins de 50 € par mois dans une famille. Il fallait que les enfants de cette famille soient scolarisés et il fallait ensuite que les membres de la famille se rendent au dispensaire, donc utilisent les dispensaires publics. Toutes ces mesures ont permis une chute considérable de la pauvreté au Brésil, qui reste très importante malgré tout, de 40 à 25% entre 2002 et 2010. Alors là, c'est tout à fait, évidemment, formidable, passer de 40% à 25%. Maintenant, voyons les points négatifs du bilan de Lula. Je n'en reprendrai que quelques-uns. Dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, et enfin, sur le plan sécuritaire. Je commence tout d'abord par l'économie. On peut noter que sous Lula, il n'y a pas eu assez d'infrastructures et d'investissements, je veux dire, publics, essentiellement dans le domaine des infrastructures. Donc ça, c'est un point négatif. Deuxième point négatif, c'est que Lula n'a pas voulu s'atteler à la réforme institutionnelle. Et peut-être, on le comprend, c'est un pragmatique, il s'est dit que ça allait prendre une énergie considérable, parce que ça touchait à toute une série de prébendes, à toute une série de positions acquises chez les élites, et donc le système fédéral n'a pas été remis en cause, et il n'a pas remis en question la surreprésentation des États et leur poids dans les décisions, sans compter qu'à côté de ça, il y a des maux endémiques qui existaient bien avant Lula et qui continueront vraisemblablement bien après. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, parce que c'est un élément, je dirais, d'ordre structurel au Brésil, et pas seulement au Brésil, bien entendu, dans beaucoup de pays dans le monde. C'est le clientélisme, d'une part, et d'autre part, la corruption. D'autant plus que le Parti des travailleurs, le PT, c'est-à-dire le parti de Lula, a été lui-même contaminé par ce clientélisme et par cette corruption, même si il le fut sans doute moins que bien d'autres partis. Alors sur le plan social, le pays, malgré la chute de la pauvreté de 40 à 25%, reste un pays en 2010, c'est-à-dire quand il quitte la présidence, un pays marqué profondément par des inégalités qui sont extrêmement évidentes et qui, je dirais, sont une marque de fabrique, hélas, du Brésil, à côté d'autres pays d'Amérique latine, mais le Brésil se trouve vraiment très bas dans l'échelle des inégalités. Enfin, l'enseignement secondaire est très faible,
Et c'est ce qui explique que beaucoup de Brésiliens, lorsqu'ils veulent accéder à des universités, doivent passer bien souvent par l'enseignement privé, donc cher. Donc il y a une très évidente inégalité des chances pour les enfants, pour les adolescents, d'accéder à une profession qui les sorte de la classe sociale dont eux-mêmes sont issus. En revanche, là, le taux d'alphabétisation au Brésil est, comment dirais-je, presque, enfin, je crois qu'il est de 90%, et au niveau de l'enseignement primaire, il y a eu de très très gros progrès. Donc ici, je vous parle de cette lacune qui est celle de la faiblesse donc de l'enseignement secondaire, qui ne permet pas donc de monter dans l'échelle sociale. Alors dans le domaine de la santé, le système n'est pas très performant à l'issue du second mandat de Lula. En effet, l'équivalent de la sécurité sociale est défaillante et beaucoup de Brésiliens, mais encore faut-il en avoir les moyens, ont recours aux assurances privées. Quant à la sécurité, et ça reste un point noir majeur de la société brésilienne, le taux d'homicide y est extrêmement élevé. C'était évidemment un des arguments sur lequel je vais revenir de la campagne de Bolsonaro. Nous passons maintenant à la phase qui suit, je dirais, l'éloignement de la première place, en tout cas de la scène de Lula, c'est-à-dire qu'en 2010, va lui succéder quelqu'un qui appartient à son parti, qui est sa dauphine, et qui s'appelle Dilma Rousseff. Son nom indique très clairement qu'elle a des origines slaves, effectivement son père était bulgare, et Dilma Rousseff va faire un premier mandat de 2010 à 2014. Quant à son second mandat, elle ne pourra le terminer puisqu'il sera interrompu au milieu, c'est-à-dire en 2016, et que ce mandat sera achevé par le vice-président Temer, dont le nom ne restera certainement pas dans l'histoire du Brésil. Alors, qu'est-ce qui explique, et je vais m'attacher ici essentiellement pour avancer un petit peu, qu'est-ce qui explique le coup d'État parlementaire de 2014, c'est-à-dire celui qui a lieu à la fin de son premier mandat, ou plus exactement au début du second. On va essayer d'en comprendre les causes, qui sont multiples, à la fois financières, à la fois judiciaires, économiques aussi, et puis on va voir quels sont les moyens que la classe dirigeante a utilisés pour faire tomber Dilma Rousseff. Je commence donc par les causes. Et tout d'abord les causes financières, puisque ce sont celles-là qui sont mises en évidence. Dilma Rousseff aurait maquillé, alors vous voyez que j'utilise le conditionnel, aurait maquillé les comptes publics, et c'était dans l'argumentaire de l'opposition parlementaire, avec pour objectif, d'une part, de cacher la décroissance économique, ou en tout cas le fait que la croissance économique n'était pas celle annoncée officiellement, et d'autre part et surtout pour cacher les énormes déficits publics. Deuxième élément qui a été évoqué également, c'est que de 2003 à 2010, Dilma Rousseff, c'est-à-dire avant sa campagne électorale qu'il a menée au pouvoir, Dilma Rousseff était membre du conseil d'administration de Petrobras, qui va connaître un scandale financier extrêmement important. De plus,
toujours dans le même secteur, Dilma Rousseff aurait financé ses campagnes électorales par la corruption. Ce sont ces arguments-là qui ont été mis en évidence par l'opposition parlementaire, mais à côté de ça, il y a eu aussi, elle a été également accusée d'avoir tenté de faire obstruction à la justice en y plaçant son prédécesseur Lula. Enfin, sur le plan économique, elle a souffert, ben ça c'est pas dans les arguments, sauf que ça a apporté de l'eau au moulin évidemment de ses détracteurs, soutenus bien entendu par la grande bourgeoisie. Elle fut accusée, elle a souffert d'un retournement de conjoncture dès son arrivée au pouvoir. À ce moment-là, effectivement, les matières premières chutent, ce qui entraîne une inflation très importante dans le pays, inflation qui va creuser le déficit de l'État brésilien. Les finances publiques vont chuter, vont plutôt augmenter, excusez-moi, donc il sera difficile de résorber comment dirais-je, les caisses de l'État, et ce qui va entraîner de sa part, à partir de 2010-2011, une politique austéritaire. Donc elle n'a pas bénéficié du tout de la même conjoncture que Lula, son parrain, lorsqu'il est arrivé au pouvoir lui-même en 2002. Donc le contexte international explique beaucoup de choses. Donc il ne faut pas expliquer tout par la politique intérieure. Il y a évidemment un contexte, une conjoncture économique qui sous-tend, bien entendu, dans le cadre du capitalisme, puisqu'il s'agit de la chute des matières premières, qui sous-tend, bien entendu, un certain nombre de décisions. Alors quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre par la classe possédante qui va montrer les dents à partir de 2014 très nettement? Alors, tout d'abord, sur le plan politique, il est indispensable de passer par la compréhension de la composition du Parlement. Il n'y avait, sur l'ensemble des parlementaires, donc l'équivalent de la Chambre, que 46 élus des travailleurs. Alors vous allez voir que les autres élus sont tous membres de classes liées de près ou de loin à la bourgeoisie. Alors on peut toujours se demander, mais pourquoi la population vote pour la bourgeoisie? Évidemment, les médias jouent un rôle essentiel et je vais y revenir. Donc, à côté de ces 46 travailleurs élus, il y avait 257 membres du Parlement qui appartenaient à l'industrie alimentaire, à l'agrobusiness, 190 hommes d'affaires, 52 pasteurs ou militants des milieux évangélistes et 56 membres, anciens membres de la police. Alors quand vous faites le compte, évidemment, quand vous voyez le rapport de force entre les représentants des travailleurs et les représentants de toutes les autres catégories regroupées par origine professionnelle, ensuite, on voit tout de suite que les jeux étaient faits immédiatement et qu'elle allait être mangée toute crue. Ceci, évidemment, pendant son second mandat, a conduit au blocage systématique de toutes les lois qu'elle voulait faire voter sur le plan social. Il n'y avait pas moyen d'avancer, il y avait un blocage catégorique venant du Parlement. Alors, à cela s'est ajouté, je dirais,
le rôle des médias. Les médias qui dominent les secteurs conservateurs du système judiciaire. Alors, ça a entraîné toute une série de décisions sur le plan judiciaire, mais ça a entraîné aussi, bien sûr, de nombreuses manifestations dans les rues contre Dilma Rousseff. Alors, on a pu identifier sociologiquement ceux qui manifestaient. Alors, majoritairement, ce sont tout d'abord des hommes, ceux qui ont manifesté à partir de 2014. Ce sont donc tout d'abord des hommes qui ont plus de 40 ans, qui ont un niveau d'études qui est celui du secondaire, donc ils ont fini le secondaire, ce qui n'est pas quand même le cas d'une grande partie de la population brésilienne, et qui ont des revenus, et qui avaient des revenus moyens supérieurs à la moyenne nationale. Donc on voit tout de suite que ceux qui manifestaient appartiennent ou appartenaient à la petite bourgeoisie au minimum. Alors, sur le plan judiciaire, quelles sont les décisions qui ont été prises? La Haute Cour de justice brésilienne a rejeté la demande qui émanait bien sûr de l'administration de Dilma Rousseff quant à l'annulation du processus de destitution. Donc on voit en fait comment les institutions législatives et judiciaires ont fait bloc contre le pouvoir exécutif à ce moment-là. Alors maintenant, je passe à l'étape suivante. Je vous parlais de ce qui s'est passé en 2014 et je ne vous parlerai pas de l'intérim de Temer qui n'a fait que terminer le mandat de Dilma Rousseff dont il était vice-président. Et nous abordons maintenant l'élection de Jair Bolsonaro, donc le 28 octobre 2018, qu'il a mené au pouvoir avec plus de 55% des votes des électeurs et des électrices. Alors quelles sont les causes de sa victoire avant d'étudier le programme de Bolsonaro, de voir également, d'analyser quels ont été ses soutiens, mais on les devine avec tout ce que j'ai pu expliquer précédemment, et quels sont dans ses soutiens également les moyens qui ont été mis en œuvre. Je commence donc par les causes. Ces causes sont d'abord liées à l'exercice du pouvoir tel qu'il par Lula. Lula et Dilma Rousseff, dans le cadre de son premier mandat, ont procédé à des mesures de redistribution vécues comme tout à fait insupportables par la bourgeoisie. On peut s'en douter, je vous ai parlé d'un certain nombre de mesures tout à l'heure, augmentation du salaire minimum de manière assez notable, la création des bourses familiales pour 12 millions de familles, je vous ai, voilà, un certain nombre de mesures qui s'inscrivent ou s'inscrivaient dans la social-démocratie, mais qui, pour autant, étaient déjà beaucoup trop pour la bourgeoisie, qui n'était pas prête à laisser, excusez-moi, j'ai fait un beau lapsus, à laisser comment dirais-je, cet os arrangé par les pauvres et par la population. Ensuite, je viens de vous le dire, les réformes qui ont été menées par Lula, je vous ai dit que c'était un pragmatique d'ailleurs, dès le début, ce sont en fait des réformes qui ont été faites à la marge du capitalisme sans que ce dernier ne puisse être véritablement atteint en aucune manière. Je vous ai dit que Lula a apporté des aides aux plus démunis, les retraites ont été plus avantageuses grâce à un certain nombre de mesures législatives, donc on voit que ce sont des mesures de type social-démocrate,
mais il n'y a jamais eu atteinte à la propriété privée des grands groupes industriels, par exemple. Les dominants devaient prendre leur revanche, d'où le programme de Bolsonaro qui va être soutenu massivement. Que trouve-t-on dans son programme? Tout d'abord, une désignation de l'ennemi. C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs lorsqu'on fait campagne. Il s'agit de savoir, de faire connaître en tout cas qui est à l'origine des maux dont la population souffre. Alors, il a exprimé dans sa campagne électorale, bien sûr, la nécessité de liquider tous ses ennemis. Ces ennemis, on peut les ranger dans 3 catégories. Il y a les ennemis politiques, les ennemis sur le plan social et les ennemis, je dirais, sur le plan moral. Les 3 étant évidemment liés. Sur le plan politique, tout d'abord, il faut éliminer les rouges. Les rouges, c'est-à-dire la gauche d'une manière générale, et plus particulièrement dans la gauche, tous ceux qui ont appartenu, comment dirais-je, qui étaient proches de Lula, c'est-à-dire les membres du Parti du Travail. Tout cela va assez loin, puisque dès le lendemain de son élection, Bolsonaro a lancé un appel aux étudiants dans les facultés de dénoncer leurs professeurs de gauche, afin de les éloigner de l'université. Donc vous imaginez cette campagne de terreur non pas rouge, mais de terreur blanche, pour utiliser une vieille expression, on pourrait même dire de terreur noire, hein, mais bon, le terme terreur blanche est resté depuis la Révolution française, donc de cette terreur donc, de la contre-révolution qui a assailli les intellectuels. Évidemment, la grande majorité des intellectuels sont des intellectuels de gauche. Sur le plan social, maintenant, il y a 2 groupes qui ont été visés. Tout d'abord, les pauvres. Il faut absolument, aux yeux de Bolsonaro, en finir avec tous ces programmes sociaux qui coûtent cher et qui ne rapportent rien. Et d'autre part, autre danger pour la nation, ce sont les indigènes. Et on comprend, les indigènes, ce sont des gens qui vivent en partie dans la forêt, et cette forêt, elle peut rapporter des profits juteux. Donc il faut en finir avec cette vision droit de l'homiste, avec cette vision d'une société riche par sa diversité, considérant que le regard anthropologique qui peut être porté sur ces indigènes qui vivent dans la forêt, en finir avec ce regard qui est bienveillant, alors qu'en fait, la forêt amazonienne constitue une véritable richesse pour le Brésil et pour, bien entendu, les grands propriétaires terriens qui sont liés et qui soutiennent Bolsonaro. Enfin, sur le plan moral, le 3e groupe à éliminer, c'est le groupe des LGBT, etc. Hein, donc des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et autres qui, aux yeux de la classe sociale qui soutient Bolsonaro, constituent un véritable virus pour la société, dans la mesure où celle-ci a besoin d'avoir des enfants, et l'on retrouve les vieux fantasmes des années 30, que l'on a trouvé aussi dans des démocraties, mais ce fantasme selon lequel il faut avoir beaucoup d'enfants pour que la nation soit prospère. Alors, maintenant, à côté de la désignation de ces 3 catégories d'ennemis, donc sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan moral, j'en arrive aux valeurs défendues par Bolsonaro.
Il s'agit d'énergiser la nation, il s'agit de restaurer l'ordre. Maintenant, à côté de ça, quelles sont donc les mesures qu'il préconise? On va voir s'il va toutes les mettre en œuvre, mais en tout cas, son programme apparaît comme assez effrayant, et en tout cas, il s'agit d'un programme vraiment que l'on peut qualifier d'ultra-droite. Je viens de vous parler tout d'abord d'un certain nombre de mesures liées à l'idéologie patriarcale. On les trouve en particulier aussi dans le domaine de l'éducation. Bolsonaro souhaite le retour à une éducation autoritaire dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire afin de formater les individus, et il rejette plus particulièrement les théories pédagogiques de Paulo Freire qui, à ses yeux, il n'a certainement pas lu, hein, ceci dit, mais qui, à ses yeux, symbolise, bien entendu, la contre-société contre laquelle il se bat. Sur le plan économique, il souhaite une purge d'austérité dans le cadre d'une politique néolibérale dure, qui passe par la privatisation de toute une série d'institutions publiques, des soins de santé par exemple. Il souhaite la suppression des programmes sociaux, des programmes médicaux. Sur le plan économique, il préconise un protectionnisme qui protégerait donc l'économie brésilienne contre le Mercosur, donc ce marché commun de l'Amérique du Sud. Et je vous ai déjà parlé également de sa position quant à la non-préservation de la forêt amazonienne. Ça doit nous faire peur à nous aussi, puisqu'on est quand même concerné par le réchauffement climatique. Et vous savez que la forêt amazonienne participe de la régulation, comment dirais-je, de la production, ou plutôt de la résorption des gaz carboniques. Sur le plan sécuritaire, il est pour la répression absolue. Donc, pour augmenter, renforcer les forces de sécurité de la police, au point même qu'il préconise l'armement de toute la population, ce qui transformerait, alors que c'est déjà le cas, hein, entendons-nous bien, donc en fait il aggraverait le mal plutôt que de le résorber et de le supprimer, de telle manière que les bons citoyens, entre guillemets, puissent se protéger contre tous les bandits potentiels. Mais on sait que l'usage des armes à feu pourrait servir aussi à d'autres choses et à régler des comptes, parce qu'une fois que quelqu'un est mort, c'est difficile de le faire témoigner pour dire qu'il cherchait à voler dans votre maison, hein, et vous pouvez toujours invoquer des tas d'arguments a posteriori. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer maintenant. On va voir comment tout ça va être mis en œuvre, mais il y a de quoi s'inquiéter pour les Brésiliens. Les soutiens maintenant, parce que ces soutiens ont fonctionné, bien entendu, pendant la campagne électorale. Bolsonaro n'aurait pas pu être élu si ces soutiens n'avaient pas été présents. Soutien économique et soutien médiatique. Une chose est de porter le programme de la classe dominante, autre chose est de mettre en forme un programme, et enfin de pouvoir atteindre le quorum suffisant, le score suffisant que pourrait être élu. Alors de qui a-t-il profité pendant sa campagne électorale? Et ces gens-là vont évidemment le soutenir pendant la durée de son mandat. On va voir d'ailleurs combien de temps ça va durer, parce que, étant donné la situation explosive du Brésil, je crois que les choses sont loin d'être terminées, et qu'il s'agira d'un mandat qui comprendra plusieurs épisodes.
Alors, quels sont ces soutiens dans la classe dirigeante? Il y a tout d'abord l'agrobusiness. L'agrobusiness qui est tout à fait essentiel pour les exportations du Brésil. L'agrobusiness qui a un poids économique considérable dans l'économie brésilienne. À côté de l'agrobusiness, vous avez le grand patronat industriel et enfin, vous avez la hiérarchie militaire et policière. Maintenant, à côté des soutiens économiques et politiques, parce que ces gens-là sont représentés évidemment au Parlement, quand ils ne siègent pas eux-mêmes en tant que patrons, il y a les soutiens médiatiques. Cette classe dominante a entre ses mains l'ensemble des médias privés qui sont regardés par l'ensemble de la population. Il y a quelques familles comme ça qui possèdent l'ensemble des médias. Ceci dit, vous savez qu'en France, on n'en est pas tellement loin non plus, hein, quand vous voyez la part, je dirais, dans la propriété des médias en France, entre les mains des familles Bouygues, Lagardère et autres, c'est tout à fait impressionnant, de telle manière, en telle sorte qu'on peut se poser la question, lorsque l'on lit encore un journal, lorsque l'on lit un magazine, ou lorsque l'on écoute une chaîne de radio, ou lorsqu'on regarde une chaîne de télévision privée, s'il y a encore le moindre crédit qui puisse être accordé aux informations qui sont données. Alors, les médias. Il y a tout d'abord, et je vais les prendre dans l'ordre d'écoute, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, je dis bien d'aujourd'hui, il y a tout d'abord les réseaux sociaux, il y a tout d'abord Internet. En premier lieu, je dis bien en premier lieu, c'est-à-dire Facebook et surtout WhatsApp, très regardé au Brésil. WhatsApp qui est financé par 150 entreprises qui ont soutenu, qui soutiennent directement Bolsonaro. Ce sont en fait sur Facebook et sur WhatsApp, vous avez un nombre considérable de fake news qui sont mises en ligne, qui sont publiées et qui sont évidemment lues, écoutées par la grande masse de la population. Donc qui aujourd'hui possède les médias, possèdent le pouvoir politique, bien entendu. Or, ce pouvoir médiatique, il est lui-même détenu par le pouvoir économique. Donc on voit en fait comment cette pyramide se construit. Pouvoir économique, pouvoir médiatique, pouvoir politique. Et l'on comprend l'ascension de Bolsonaro, et là, c'est 55% de voix en sa faveur le 28 octobre de cette année-ci, donc 2018. À côté de ces fake news produits ou produites par Facebook et WhatsApp, vous avez les journaux. Et des journaux de grande audience, des journaux populaires qui sont publiés par des grandes feuilles, à savoir Estadão et d'autre part Folha de São Paulo. Mais avant les journaux, j'aurais peut-être dû, quand même, quand je vois l'ordre d'audience, avant de vous parler des journaux, j'aurais peut-être dû vous parler des chaînes de télévision privées qui sont possédées en grand nombre par le groupe Globo. Voilà. J'espère ainsi, à la fin de cet exposé, vous avoir fait un panorama de l'histoire récente sur le plan politique du Brésil, depuis le début de notre 21e siècle, donc depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, fin de l'année 2018, et après avoir resitué
replacer quelques dates essentielles depuis 1930, c'est-à-dire depuis l'accession au pouvoir de Getúlio Vargas. Alors, que retenir de tout ceci? Alors, j'allais dire, quelles leçons en tirer? Enfin, un historien n'est pas là pour tirer des leçons, ça va de soi. Mais en tout cas, il y a quelques idées forces qui doivent être retenues. Pourquoi s'intéresser au Brésil aujourd'hui et à la situation politique au Brésil telle qu'elle va évoluer à partir du mois de janvier 2019 lorsque Jair Bolsonaro sera au pouvoir? Mais je vous ai dit que le Brésil, c'est près de 200 millions d'habitants, que c'est une économie qui représente la moitié du PIB de l'Amérique du Sud. Bolsonaro a dans ses projets de continuer la déforestation de l'Amazonie. Or, on n'arrête pas de parler du réchauffement des températures et de la dégradation du climat. Donc, ne fût-ce que pour ces trois raisons-là, il faut pointer un œil de l'autre côté de l'Atlantique et de l'Atlantique Sud. Maintenant, je crois que tout ce que j'ai pu vous expliquer peut nous informer, ou en tout cas nous alerter sur ce qui est en train de se passer un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, et plus particulièrement aussi en Europe centrale, où les gouvernements d'extrême droite prennent progressivement le pouvoir, en Europe occidentale également. On annonce qu'aux élections de mai 2019, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, devrait devenir le premier parti de France et récolter ainsi le plus de voix lors de l'élection des parlementaires européens. En Belgique, pays d'où je vous parle, les choses évoluent très mal aussi pour l'instant. Le gouvernement de droite vient de tomber hier, donc le 18 décembre 2018, à la suite du refus du parti nationaliste flamand, la NVA, du refus donc de signer le pacte onusien de Marrakech relatif aux migrations. Et on comprend, c'est-à-dire que comme les élections sont prévues en Belgique l'an prochain, le parti nationaliste flamand a vu cette opportunité pour essayer de remonter dans les sondages face à son petit frère, qui lui est d'extrême droite, ce sont les fascistes flamands, et qui inévitablement tire profit dans la population flamande de l'arrivée de migrants dans notre pays. Enfin, je vous dis tout ça, je ne veux pas passer de cet immense pays qu'est le Brésil à ce minuscule pays qu'est la Belgique, mais c'est pour vous dire au fond qu'il y a des phénomènes qui doivent être étudiés de près dans certains pays. Nous sommes dans un village globalisé, les informations circulent très vite, des élections réussies dans certains pays peuvent donner des idées dans d'autres pays à des mouvements politiques qui étudient de près les stratégies qui ont été menées. Le grand capital est très présent dans les médias, ce sont les médias qui tiennent l'opinion, donc je ne suis pas... Oui, je suis pessimiste, je ne voudrais pas cacher mes sentiments, mais je crois que les intellectuels ont vraiment un rôle, c'est pas la première fois que je le dis, mais un rôle essentiel à jouer dans la conjoncture présente. Ils ont toujours eu un rôle essentiel, mais ils doivent vraiment utiliser les médias d'aujourd'hui, et c'est ce que je fais, en présentant ces leçons d'histoire, où parfois je
Je m'incline, bon justement, je ne m'incline pas, je m'implique politiquement, c'est un curieux lapsus que je ne comprends pas d'ailleurs, je m'implique parfois politiquement, faire mon travail de citoyen du monde. Quelques livres maintenant pour terminer. Tout d'abord celui de Pierre Vessières, Les révolutions d'Amérique latine, publié dans la collection Histoire au Seuil. Alors un grand classique très bien écrit d'Eduardo Galeano. C'est un ouvrage qu'il faut lire. Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Sous-titre « L'histoire implacable du pillage d'un continent ». Cet ouvrage date déjà du siècle passé. Il a été publié dans la collection Terre humaine en poche. Alors, publié aux éditions du Sextant. Ville rebelle de New York à Sao Paulo, comment la rue affronte le nouvel ordre capitaliste mondial. C'est un ouvrage qui coûte 15 €. De Frédéric Moreau, historien français, Histoire du Brésil, aux éditions Chandaigne. Un numéro spécial de la revue L'Histoire de juillet-août 2011, donc qui s'intitule Le Brésil, qui fait l'histoire du Brésil donc depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, donc 5 siècles d'histoire. C'est le numéro 366. Oui, alors ici je vous le montre un petit peu à titre documentaire parce que ça n'intervenait pas dans mon exposé, mais ça vaut la peine quand même de le lire. La vie quotidienne au Brésil au temps de Pedro II, 1831-1889, donc au temps de l'Empire brésilien, donc de Frédéric Moreau, un auteur que je vous ai déjà montré, dans la collection Hachette Littérature, car il y a un mot que je n'ai pas prononcé ici, mais qui est certainement le mot clé de l'histoire du Brésil, c'est le terme esclavage. Il a fallu attendre 1888, tenez-vous bien, 1888, il y a un peu plus de 100 ans seulement, que l'esclavage a été aboli au Brésil. Et les propriétaires terriens en ont beaucoup voulu à l'empereur qui a abdiqué l'année suivante, d'ailleurs pour faire place à un régime républicain mais qui n'avait rien de démocratique, qui était un régime oligarchique entre les mains des puissants et plus particulièrement des grands propriétaires terriens justement. Alors un grand classique de Gilberto Freire, Maître et esclave, la formation de la société brésilienne en tel Gallimard. Alors, de Francisco Juliano, alors Cambau, qui signifie le joug, la face cachée du Brésil, chez Maspero, cahier libre numéro 129. C'est un ouvrage déjà ancien, mais qui permet de jeter la lumière sur le Brésil dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et enfin, d'un sociologue qui était maoïste, de Robert Linhart, Le sucre et la faim, enquête dans les régions sucrières du nord-est brésilien. Les éditions de Minuit. Cet ouvrage date aussi du siècle passé, mais comme les autres ouvrages de Robert Linhart, il vaut vraiment la peine d'être lu. C'est le même auteur qui avait publié L'Établi en 1974, si mes souvenirs sont bons. J'ai dit.